pour répondre à nos questions d'aujourd'hui, j'ai avec moi donc Arnaud Brouquier. Bonjour Arnaud. Bon. Vous êtes coprésident d'Anitech et président de Delta Sartec et Delta Télécom. Bonjour Arnaud. Lilian Cole, bonjour Lilian. Bonjour Xavier. Vous êtes directeur technique d'Anitech. Samantha Sellerier, bonjour Samantha. Bonjour. Vous êtes Samantha chargée des contrats de maintenance et de la sécurité au sein d'un bailleur social qui s'appelle, si je ne me trompe pas, SFHE. Tout à fait. Et merci pour IRL. Ensuite, Adèle Guédiri, bonjour Adèle. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes ingénieur courant faible au sein de la FFIE. Et enfin, Philippe Riffaut, délégué général de la FFIE. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier et bonjour tout le monde. Voilà, alors peut-être pour ouvrir cette table ronde tout de suite et rentrer dans le débat, une première question à Philippe Riffaut. Est-ce qu'on peut dire que maintenant que le numérique et l'électricité ont fait alliance? Alors, est-ce qu'on peut… Oui, bien sûr qu'on peut le dire. Ça va être, entre parenthèses, le thème principal de nos futures rencontres prospectives qu'on organise tous les 2 ans, en janvier 22. Et pourquoi on peut le dire? Parce qu'on le voit dans plein de domaines et de secteurs d'activité de nos métiers. Maintenant, on va le voir avec le programme, mais tout ce qui est réseau de communication résidentielle, bâtiments connectés, intelligence artificielle dans le bâtiment, Power over Ethernet, la mobilité électrique, le photovoltaïque et des systèmes complexes de gestion énergétique, tout ça, ça fait appel, ainsi que tous les objets connectés, à des interactions réalisables grâce au numérique. Donc, c'est une technologie qui a fait évidemment des progrès considérables, un support qui fait des progrès considérables, les puissances de calcul sont monstrueuses. Tout ça, ça n'existait pas dans cette configuration il y a encore quelques années, et on assiste très très fortement à l'émergence du numérique dans les activités traditionnelles d'électriciens. Nous, on l'a retrouvé dans un sondage effectué auprès de nos adhérents, et même, j'allais dire, un artisan, une entreprise artisanale qui fait du logement, elle doit aujourd'hui s'occuper de toute la techno numérique qu'elle intègre pour le confort des usagers du bâtiment. Et juste le dernier point que je voulais citer, c'est qu'on peut avoir les plus belles technologies du monde, ce qui est le cas dans notre secteur. On a la chance d'avoir des fabricants exceptionnels, mais tout ça sans installateur, intégrateur électricien, ça ne peut pas se trouver concrétisation dans les bâtiments, que ce soit tertiaire, logement, industrie. Oui, on va y revenir là sur effectivement les hommes et les femmes qui sont utiles effectivement pour déployer et pour maintenir tous ces systèmes. Et puis on va voir comment est-ce que les maîtres d'ouvrage utilisent ces systèmes. Alors, si on continue ce tour de table, peut-être Adèle, quand on regarde, il y a quand même il y a des normes qui encadrent ces nouveaux systèmes de manière à ce que ce déploiement soit fait correctement. Et je crois qu'il y a une nouvelle norme qui a été publiée qui s'appelle, je parle sous ton contrôle, qui s'appelle la XPC 90 483. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, bonjour tout le monde. Donc, merci Xavier. C'est vrai que cette norme-là, la XPC 90 483, c'est une nouvelle version d'une norme qui existait déjà. Et en fait, l'objectif de cette norme, la norme AFNOR, qui a fait l'objet de 2 ans de travaux pour l'actualiser, pour se mettre en conformité et répondre à un fameux décret qui est apparu en 2016, le décret courant faible. Et en fait, l'idée de cette norme, en fait, c'est vraiment que le réseau de communication résidentielle soit un élément structurant d'un logement, au même titre que le réseau d'eau, que le réseau de gaz. Le réseau de com devient un élément fondamental d'un logement. Le logement ayant fait l'objet d'un permis de construire, bien sûr, de septembre 2016. C'est-à-dire que tous les logements ayant fait l'objet d'un permis de construire après septembre 2016 doivent être équipés d'un réseau structuré avec des éléments minimums à avoir, donc que je pourrais développer tout à l'heure, et du coup, qui va donner une architecture harmonisée mais minimale.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont été construits après 2016, il faut qu'ils se mettent en conformité avec cette norme? Exactement. Donc, tous les logements qui ont fait l'objet de ce permis de conduire après 2016 doivent se conformer à cette norme pour justement être équipés d'un réseau, si je devais résumer, avec des prises RJ45 dans le logement, avec un tableau de communication dans l'espace technique d'électricité et avec une structure en étoile, avec un certain type de câble, un certain type de connecteur, un certain type de cordon, tout ça fait de manière organisée et structurée. Ouais. Donc, mais c'est un travail. Là, je parle à Arnaud Brouquier. Finalement, pour les électriciens, il y a un travail énorme qui arrive là, et un nouveau métier aussi d'accompagner les bailleurs, disons et les propriétaires de bâtiments pour développer ces nouveaux services. Oui, il y a un gros travail de pédagogie, bien évidemment. Déjà, en amont de tout ça, il faut bien cerner aussi les besoins et pas partir dans tous les sens pour mettre de la technologie de manière absolue. L'idée, c'est de bien cerner les besoins en amont, d'avoir des infrastructures, comme le dit Adèle, qui soient prêtes à recevoir plusieurs services, in fine. Et en fait, l'idée, c'est de déployer ces services-là et bien évidemment d'accompagner les utilisateurs finaux à l'utilisation de ces services et de pouvoir aussi faire évoluer une installation dans le temps. C'est un peu l'idée de ces réseaux structurés, c'est de dire, OK, on accueille tel ou tel service, ça peut être du contrôle d'accès, de la vidéoprotection, de la domotique, mais peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, le bâtiment aura besoin de d'autres services, et auquel cas, on viendra administrer tout ça. Donc, en effet, il y a une évolution sans doute de notre métier, on parlait peut-être tout à l'heure, mais du rôle de l'installateur-intégrateur vers un rôle, on va dire, d'opérateur de services numériques. Oui, Anitech, d'ailleurs, tu n'en as pas parlé, Arnaud. Donc, c'est une fédération qui Alors, regroupe les entreprises. oui, la l'ANITEC, c'est l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie. Donc, on est en étroite collaboration avec, bien évidemment, la FFIE, Fédération française des intégrateurs électriciens. Donc, on va dire que l'ANITEC, on est plus porté sur les sujets autour, on va dire, anciennement du courant faible, mais maintenant, on parle plus de smart technology. Donc, c'est tout ce qui va être les solutions de sûreté et sécurité électronique, vidéoprotection, contrôle d'accès, alarme intrusion, détection d'incendie, tout ce qui va être connectivité, donc les réseaux VDI, la gestion technique de bâtiments, la domotique, et bien évidemment tout le volet télécom, donc tout ce qui est autocom téléphonique, lien télécom, lien opérateur. Et la dernière brique, on va dire, c'est la partie, ce qu'on appelle digitalisation des espaces, donc avec ce qui est IPTV dans les hôtels, les maisons de retraite, les équipements dans les aéroports, tout ce qui est affichage dynamique. Voilà. Donc avec tout ça, on couvre le spectre des smart technologies. Donc l'ANITEC est en effet un syndicat national professionnel qui regroupe 400 adhérents, donc des entreprises d'installation, d'intégration et de maintenance. Ouais. Voilà. Et j'ai la chance de co-présider l'ANITEC avec Philippe Blin. Philippe Riffaut, juste pour revenir sur la FFIE, finalement, ça regroupe combien d'adhérents, la FFIE et est-ce qu'aujourd'hui, tous les électriciens qui était leur métier, le métier de courant fort avant, aujourd'hui, ils sont tous aussi dans le courant faible ou pas encore? Alors, donc déjà, la FFIE, c'est une fédération qui regroupe un peu plus de 6000 adhérents, entreprises d'électricité, d'intégration électrique de toute taille. On a choisi le terme d'intégration justement pour bien marquer le virage qui est en train d'être pris par rapport à l'installation électrique classique. Est-ce que tous les adhérents aujourd'hui font du courant faible? J'allais dire pratiquement. Ça représente maintenant la moitié du chiffre d'affaires de la profession. Alors après, il y a courant faible et courant faible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les domaines d'expertise évoqués par Arnaud qui sont des intégrateurs un peu haut de gamme, là, on a parlé autrefois de pointe de diamant de la FFIE avec l'ANITEC. Et donc, pour résumer, je dirais que tous les adhérents en font.
Ensuite, ça dépend où on met le curseur sur le type d'activité liée justement au courant faible. Une chose est sûre, c'est que j'y pensais en écoutant Arnaud. Finalement, les liens très très forts entre la FFIE et l'ANITEC, c'est la traduction de l'alliance du numérique avec l'électricité. Oui, c'est ce qu'on disait en ouverture. Alors, Samantha Sellerier, vous nous faites un grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui en tant que, finalement, vous êtes le témoignage du maître d'ouvrage, du client final qui utilise les services. Samantha, si on avait à faire un retour le point de vue du bailleur sur ce sujet, vous avez déployé aujourd'hui, j'imagine, la fibre dans tous vos logements, mais aussi des nouveaux services? Alors oui, bon déjà, merci de m'accueillir. Oui, alors effectivement, on bénéficie de plus en plus de ce raccordement à la fibre. Bon, c'est en cours dans la plupart de nos logements. Ce qu'il faut différencier quand même par rapport à notre position, c'est qu'on est client des installateurs, mais nous-mêmes avons également des clients, nos locataires qui bénéficient également de ces services. Et il ne faut pas oublier cette donnée-là parce que effectivement, on installe des moyens de sûreté, de sécurité avec de la vidéosurveillance, avec de la transmission de données, des caissons de VMC connectés, par exemple, pour assurer la sécurité dans les logements ou dans les parties communes. Mais voilà, c'est dans le but également d'assurer tout un tas de services à nos clients finaux. Donc, finalement, on est comme une sorte d'intermédiaire entre les installateurs et les utilisateurs finaux. Et on a besoin effectivement du retour d'expérience et des installateurs, des professionnels pour faire évoluer les services qu'on apporte à nos clients, notamment parce que les besoins évoluent, parce que la réglementation évolue, et puis parce que les techniques évoluent aussi. Oui. Vos clients, finalement, est-ce qu'ils sont demandeurs de... Alors, j'imagine la fibre, tout le monde vous demande la fibre dans les logements. Mais est-ce que sur d'autres services, ils sont aussi demandeurs d'autres services, de vidéoprotection, oui? Oui. Dans certaines... alors, les bailleurs sociaux... Alors, la SFHE, effectivement, a, comme de nombreux bailleurs, des problématiques d'insécurité, de délinquance à plus ou moins grande échelle. Et c'est un travail qu'on mène de front avec les installateurs, les services de sécurité, les services de l'État également. C'est vraiment un travail en partenariat avec toutes ces instances qui peuvent mener, qui peuvent mettre en place de beaux projets qui fonctionnent sur l'instant présent, mais il faut penser également à l'après. Parce que installer des vidéos de la vidéosurveillance dans des résidences sensibles, c'est bien, mais il faut pouvoir exploiter ces données, il faut pouvoir les transmettre et en faire quelque chose. Et puis, en faire quelque chose, je veux dire, pouvoir faire en sorte qu'il y ait des conséquences juridiques, mais également que le système puisse fonctionner après dans la durée. Et pour ça, on a besoin d'installateurs qui puissent surveiller, qui puissent maintenir, qui puissent faire vivre le matériel. Parce que forcément, là où on installe de la vidéosurveillance, c'est qu'il y a un besoin et que nécessairement, ça sera à 90% de chances, de risque plutôt, dégradé. Donc on a besoin sans cesse de réactivité et
voilà, de réactivité par rapport à nos intervenants et par rapport également aux services de police. Sur la maintenance qui peut être faite derrière. Alors justement, Samantha, vous en parliez des données qui sont collectées. Là, j'appelle Lilian Cole pour l'ANITEC. On va parler RGPD, en tout cas sécurité des données. C'est qu'effectivement, on voit qu'avec ces nouveaux services numériques, Lilian, on collecte de plus en plus de données, de l'image. Comme le disait Samantha, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit de toutes les transmettre? À quel moment il faut pas les transmettre? Est-ce qu'il faut en détruire une partie? Je crois que est-ce que le RGPD a bien cadré ce sujet-là et qu'est-ce que doivent faire les maîtres d'ouvrage et les électriciens qui nous écoutent? Merci Xavier, bonjour à tout le monde. Parler en 10 minutes effectivement de la totalité du spectre du RGPD, de la protection des systèmes et des données serait une gageure. Je vais essayer d'être concis et j'espère compréhensif. Merci à Samantha effectivement qui me permet aussi de faire le lien. Mise en œuvre du RGPD, protection des systèmes ou cybersécurité, tout ça effectivement sont des mots un petit peu nouveaux, parfois mal appréhendés, y compris dans l'écosystème électricien. Les questions souvent qu'on rencontre, c'est est-ce que je vais y arriver, comment je dois procéder, par quel mot prendre tout cela. Nous sommes là aussi à un mois à peu près du 3e anniversaire de la mise en œuvre du règlement général de la protection des données. Pour ce qui nous concerne en tout cas de manière directe, concerne avant tout les systèmes de vidéoprotection et les systèmes de contrôle d'accès. Ça passe par quoi au début? Ça passe en même temps, de plus en plus maintenant, par une discussion effectivement entre l'intégrateur avec son client final et de manière plus précise maintenant de plus en plus avec son délégué à la protection des données. Ça va être donc une discussion effectivement sur l'ensemble du cahier des charges qui porte sur le système de vidéoprotection ou de contrôle d'accès par exemple, qu'on soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou dans d'autres domaines. Ça va être de manière conjointe, si possible. Parfois, quand ce n'est pas le cas, ce sera porté effectivement par l'intégrateur, par la mise en œuvre systématique d'une analyse des risques qui porte sur la vie privée. Et c'est là où commence à intervenir un petit peu la subtilité de la chose. C'est par le biais de l'analyse des risques et l'ensemble des préconisations effectivement qui vont en sortir que seront décidées en finalité de l'arbitrage sur les choix technologiques à mettre en œuvre. La question pour l'intégrateur électricien sera soit par rétro-ingénierie, donc c'est-à-dire finalement un petit peu avoir une réflexion de démonter, certains de nos intégrateurs sont capables de le faire dans leur entreprise, de pouvoir démonter un système et de regarder composant par composant, de regarder système par système, de regarder l'ensemble du hardware, l'ensemble du logiciel, pour pouvoir l'adapter effectivement sur la protection des données et dans le domaine de la cybersécurité. Le règlement général sur la protection des données apporte certains éléments de réponse, à commencer par une première, on va dire, hiérarchie, qui est quelque part... Je vois que Lilian a un problème de fibre optique. Lilian, on vous a perdu. Je vais arrêter la vidéo de Lilian, peut-être. Alors, je vais arrêter le micro aussi. Voilà, Lilian, j'ai arrêté le micro, Lilian, parce qu'on vous entend plus. Donc, ce qu'on disait, Lilian on va le reconnecter, Philippe, on peut rouvrir la caméra, ça va aller. Donc, c'est ce qu'on disait, effectivement, Arnaud. Est-ce que les clients sont très sensibles aussi sur toutes ces données là qui sont récupérées, parce que effectivement cette vidéo, est-ce que c'est des questions qui émergent? Ça vaut aussi pour Samantha, c'est dire moi je vais être filmé déjà désormais dans mes parties communes, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces images? Alors, je vais peut-être commencer. Il y a plusieurs choses. Alors oui, il y a les images bien évidemment de vidéoprotection, il y a les bases de données de contrôle d'accès, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que sur l'aspect sécuritaire, parce que il y a des bailleurs, alors que ce soit pour du résidentiel, comme c'est le cas pour Samantha avec la SFHE, mais il y a aussi tout ce qui est bâtiment tertiaire, et j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. On a aussi tout ce qui est régulation de bâtiments. Donc, aujourd'hui, pour revenir, pour resituer le contexte, on a des infrastructures, comme le disait Adèle, qui sont
prête aujourd'hui à accueillir les services d'aujourd'hui et les services de demain, d'accord, pour la partie sécurité, mais aussi la partie énergétique, gestion technique de bâtiments. Tout ça, donc l'idée, c'est que ça soit évolutif dans le temps parce qu'on ne connaît pas les services et les applications qui seront là dans 3 ans ou dans 4 ans. Donc, il faut que l'infrastructure soit capable d'accueillir de tels services. Et tout ça, en effet, génère de la donnée sensible, comme l'évoquait Lilian avant que ça coupe. Mais moi, ce que je constate, en effet, c'est que de plus en plus de clients finaux se posent la question de « OK, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on les sécurise? À qui elles appartiennent? Est-ce que finalement, c'est l'installateur intégrateur qui déploie le système, qui gère ces données et qui en est responsable? Est-ce que finalement, c'est le bailleur qui en est propriétaire? On va faire appeler Lilian. Lilian, il ne faut pas ouvrir le micro parce que ça ne marche pas. Il faut nous rejoindre avec le téléphone. Donc, honnêtement, moi, depuis quelques mois, alors je ne sais pas si c'est l'effet premier confinement qui a généré beaucoup de cyberattaques, mais je pense que oui, ça y fait. Du coup, les clients finaux se posent vraiment la question de « OK, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on en est dans le domaine de la cybersécurité. Le règlement général sur la protection des données… Je le mets en spectateur parce que sinon, Lilian… il est parti, Lilian, ça y est. Ça y est, il est parti. Voilà, on l'a sorti de la réunion. Oui. Pardon, Arnaud. Non, mais pas de problème. C'est que voilà, aujourd'hui, de nombreux clients finaux, que ce soit côté bailleurs sociaux, là je discutais donc avec le directeur technique de 13 Habitat, donc ce sont des vrais sujets qui sont en ce moment sur la table chez eux, mais aussi les bâtiments tertiaires, les bâtiments de bureaux, les responsables, les DSI, les directeurs des moyens généraux de ces bâtiments sont en train vraiment de travailler pour être en conformité RGPD, pour sécuriser. Alors, être en conformité, c'est une chose, mais il faut aussi arriver à bien sécuriser les données pour ne pas se faire hacker par le lecteur de badge de contrôle d'accès ou par, je ne sais pas, le transmetteur de l'alarme intrusion ou la gateway qui centralise les objets connectés pour faire la régulation de bâtiments. Donc, voilà. Il y a ces sujets qui sont vraiment très, très, très importants en ce moment et peut-être que Samantha peut rebondir là-dessus. Oui, non, je confirme ce que vient de dire Arnaud. Il y a vraiment, on peut dire 2 types de données. Les données vraiment qui sont récoltées vraiment dans l'urgence, en direct, dans des situations d'urgence, comme par exemple, voilà, ce qu'on disait, la vidéosurveillance, des problèmes de sécurité. Et puis, il y a toutes les données qui vont nécessiter d'être retraitées, d'être analysées et pour nous, clients finaux, intermédiaires, on va dire, c'est des outils qui vont nous permettre l'aide à la décision pour budgéter des travaux, des travaux de maintenance, de remplacement. C'est vraiment, nous, on voit ça aussi comme des outils d'aide à la décision budgétaire dans le cadre de programmation de travaux, de renouvellement de notre matériel. Et ces données-là, pour l'instant, c'est que le début, mais on en a beaucoup. On ne sait pas tout à fait comment les exploiter pour l'instant. Et ça génère aussi des évolutions dans nos pratiques, dans les d'avoir des profils un peu plus d'analystes de données et voilà, savoir quoi en faire et savoir quoi en tirer pour faire évoluer notre parc également, quoi. Ouais. Est-ce que Adèle, la norme qui est sortie traite ces données et ce qu'on appelle cyberattaque? On voit que effectivement ça devient central dans les bâtiments maintenant. C'est ce que disait Arnaud, c'est qu'on met du numérique un peu partout, mais du coup on crée forcément des failles ou tout au moins des risques. Je ne sais pas si on crée forcément des failles, mais tout au moins des risques. Est-ce que la norme traite ces sujets-là de manière à ce que les maîtres d'ouvrage sachent où aller? Oui, c'est vrai que dès qu'on aborde l'aspect données, dès qu'on aborde l'aspect infrastructure de données, circulation de données, la question de la sensibilité, elle vient juste après.
Et du coup, lors des travaux de cette révision de la norme, la question a été abordée, mais elle ne fait pas partie du domaine de compétence des experts autour de la table. Donc, la question est traitée, mais par une autre instance. Mais ça a été bien mis en avant pour justement ne pas mettre en place un réseau de com qui soit faillible et qui soit pénétrable par quiconque. Mais le sujet, bien sûr, il a été traité, mais par une instance beaucoup plus adaptée. Ouais. Au niveau des données, est-ce qu'il y en a un qui peut comme on n'a pas Lilian, mais j'ai peur qu'on le retrouve pas, mais au niveau des données, est-ce qu'on peut nous dire, il y en a qui connaissent, il faut les détruire régulièrement, Philippe ou Adèle, vous avez des infos là-dessus, ou Arnaud? Alors, pour les données, il faut déjà les sécuriser, mais à mon avis, c'est Arnaud qui est le mieux placé pour répondre. Ouais. Non, ce qu'on doit détruire, enfin, les données les plus sensibles, c'est les images de vidéoprotection qu'on évoquait. Donc là, c'est pas nouveau, hein, c'est la CNIL depuis des années. On a une durée maximale de conservation des images de 30 jours. Ah oui. Donc, voilà, ça c'est maxi. On doit conserver les images de vidéoprotection 30 jours. Ça ne veut pas dire on a le droit malgré tout de les extraire si on doit récupérer une séquence vidéo, on est capable de l'extraire et elle sera conservée dans le temps. Mais automatiquement, les disques durs, en fait, les images s'écrasent au bout de 30 jours maximum. Voilà. Bon, et après, pour le reste, donc ce que je veux juste apporter, c'est qu'on a travaillé l'ANITEC et la FFIE avec le CNPP pour, c'est ce que Lilian, je pense, souhaitait dire, mais pour élaborer un label RGPD, donc pour permettre en fait aux installateurs, intégrateurs comme tous les adhérents de la FFIE et de l'ANITEC, de déjà se mettre eux-mêmes en conformité, et de deux, c'est de sensibiliser, en fait, d'avoir une démarche de sensibilisation auprès de nos clients finaux donc comme les bailleurs sociaux, hein, pour leur dire, voilà, monsieur le client, on a déployé un système de contrôle d'accès, un système de gestion technique de bâtiment comme ceci. Voilà ce qu'il faut que tu fasses, monsieur le client, pour être en conformité RGPD. Donc déjà, par le fait de mettre en place toute une série mettre en gros de la rigueur dans nos process d'intervention, ça va réduire les attaques éventuelles ou la fuite de données. Voilà. Donc déjà, je pense que c'est la première étape et je vous invite tous à regarder ce label RGPD que l'ANITEC et la FFIE ont élaboré avec le CNPP. Oui, au niveau de la fibre optique, Samantha, puisque ça fait partie du sujet d'aujourd'hui, cette fibre optique, elle était déployée partout dans tous les bâtiments que vous gérez. Est-ce que ensuite les locataires ont la fibre finalement, ils ont fini et ils se sont abonnés à la fibre? Alors, pour répondre à la première question, non, tous nos bâtiments ne sont pas raccordés. Mais c'est en cours. Après, c'est parce que le patrimoine de la CFHE est présent dans des zones un peu moins denses que des grandes agglomérations. C'est effectivement dans les grandes agglomérations, c'est raccordé et nos locataires peuvent bénéficier de ce service-là et je crois sont très satisfaits de pouvoir avoir ce service-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas déployé de partout. Hein. Et c'est très attendu. C'est très attendu. Et puis, c'est vrai que nous, en tant que propriétaires des bâtiments, on n'exploite pas forcément cet outil-là. C'est vrai que c'est mis à disposition pour les occupants. Mais pour le propriétaire, on n'a pas forcément exploité cette donnée-là. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille plus, parce que c'est un outil formidable. Oui. Est-ce qu'on peut se dire que les électriciens, du coup, il y en a certains qui disent c'est le médecin de famille du bâtiment, hein, c'est la personne qui va suivre le bâtiment dans sa durée et c'est ces nouveaux services parce que, comme disait Samantha, ils peuvent être dégradés et donc il faut qu'il y ait un électricien qui, ce qu'on appelle l'opérateur, je crois que c'est Arnaud qui le dit, hein, l'opérateur local de services numériques. Et donc on est plutôt sur des interventions, on est presque sur des abonnements. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui vont se mettre en place? Alors, il y a des nouveaux modèles économiques, oui, certes. Après, ça c'est la résultante. Mais l'idée, en effet, comme tu le dis, Xavier, c'est d'accompagner les bâtiments dans la durée, les bâtiments d'habitation résidentielle, les bâtiments tertiaires.
Et pour ça, nous, on pense qu'il faut en effet, toi tu dis un électricien, mais en effet, oui, c'est plus l'opérateur de services numériques. Et tu as bien fait de rajouter local, parce qu'il y a une notion de proximité. Pourquoi? Parce que oui, on est capable à distance de superviser des équipements avec tout un tas de capteurs, de voir si les équipements fonctionnent ou ne fonctionnent pas, voir si, je ne sais pas, s'il y a un skydome qui est ouvert sur le toit alors qu'il y a un orage qui arrive, voir si la porte d'entrée de l'immeuble, elle ne reste pas ouverte plus de 5 minutes, etc. Donc, on est capable d'avoir des indications à distance, mais à un moment donné, il va falloir aussi être capable d'aller sur place avec sa caisse à outils pour réparer. Donc, c'est pour ça que le côté local, côté territoire, il est important. Mais on va devenir en quelque sorte les administrateurs réseau des bâtiments. On est capable de gérer un peu à distance, on est aussi capable d'intervenir sur place quand il le faut pour faire en sorte que les services soient pérennes dans le temps. Et il y a quelque chose d'important, c'est qu'on connecte les bâtiments. Alors, on a parlé de sécurisation. Quand je dis on connecte, on les raccorde en effet à Internet. On parle souvent d'Internet technique pour un bâtiment. Ce n'est pas la même chose que l'Internet qu'on a tous, triple P à la maison. On vient apporter quelque chose de supplémentaire dans lequel on va faire passer tout un tas de services techniques. Ouais. Et l'idée, l'enjeu pour les bailleurs sociaux et pour tout le monde, c'est qu'avec une connexion, on mutualise l'ensemble des services. C'est-à-dire qu'on a connecté ce bâtiment, on a connecté des caméras, on peut visualiser les caméras à distance, mais peut-être que demain, je vais pouvoir greffer sur ce même bâtiment des petits capteurs IoT pour récupérer de la donnée plutôt technique et tout ça le faire passer par ce lien Internet unique. Donc, l'idée, c'est de mutualiser aussi les services pour tenir compte aussi des contraintes budgétaires, bien évidemment. Oui, parce que finalement, là je parle pour Adèle, c'est que l'ensemble des services généraux de l'immeuble vont être reliés directement sur Internet et tout au moins vont passer par la fibre. Exactement. C'est pour ça que dans les bâtiments, dans l'ensemble de bâtiments, on parle d'un coffret de communication d'interface pour les services généraux qui va pouvoir recueillir l'ensemble des services, que ce soit pour l'espace commun d'un bâtiment et pouvoir être relié via la fibre au boîtier des personnes, que ce soit pour l'accès à l'immeuble ou pour les services internes au logement. C'est-à-dire à partir de l'espace commun d'un bâtiment, les services vont pouvoir venir directement dans le logement. Typiquement, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, tout ce qui est même prestations externes vont pouvoir être gérés à partir de ce coffret d'interface qui va pouvoir irriguer l'ensemble des logements d'un bâtiment. Donc, c'est vrai que l'aspect technique, l'aspect Internet, à travers une structure fiable, d'où la nécessité d'avoir un déploiement de la fibre pérenne et performant, va garantir ces services et justement va garantir le choix et répondre à des besoins qui vont être de plus en plus importants. D'où l'importance du haut débit et du très haut débit. Donc là, on va dépasser le 30 mégaoctets par seconde. Donc, c'est vraiment le très haut débit à travers la fibre optique qui va être de plus en plus généralisée. Ouais. Donc on voit effectivement des nouveaux services. Ça veut dire que aussi les maîtres d'ouvrage, c'est un changement pour vous en termes de compréhension de comment fonctionne le bâtiment, puisque vous devez vous mettre à la compréhension de ces usages, à la fois des usages, mais aussi des nouvelles techniques numériques. Et peut-être, je ne sais pas alors comment vous faites chez vous, mais est-ce que vous avez des personnes que vous avez spécialisées pour maîtriser ces sujets? On se spécialise par affinité, mais c'est vrai que les métiers, comme je disais tout à l'heure, évoluent forcément, évoluent en fonction de la technologie, des réglementations. Et je pense que aujourd'hui, les bailleurs, les collectivités ne peuvent pas se passer de cette compétence-là. Je pense qu'il faut qu'on ne soit pas uniquement client, qu'on soit vraiment qu'on prenne part à la réflexion de ce qu'on va mettre en place, parce que effectivement, on est les utilisateurs, on fait confiance aux professionnels, mais on a besoin de maîtriser ce qu'on installe sur nos résidences et le service qu'on fournit également à nos locataires. Ouais. Donc forcément, oui, ça date. D'où l'importance d'avoir vraiment des équipements installés
qui ne soient pas forcément propriétaires d'un constructeur particulier. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau de la FFIE, on privilégie justement l'ouverture de la technologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être lié pieds et mains à une marque, à un constructeur, pour justement avoir cette liberté de choix dans l'installation et surtout avoir des équipements interopérables, c'est-à-dire qu'ils puissent demain, par exemple, j'ai un équipement lambda qui va contrôler les volets ou l'éclairage. Bah, s'il tombe en panne, bah, je pourrais aller changer vers un autre produit lambda 2 et bah, pouvoir commander quand même ces mêmes volets sans forcément changer l'infrastructure globale. C'est cette souplesse dans l'installation des produits qui est mise en avant et que nous, on privilégie pour éviter justement d'avoir les sanctions des grands industriels, notamment, ou être vraiment lié aux grands industriels sans avoir un pouvoir de jugement. Oui, Lilian est revenu avec nous. Est-ce que Lilian, vous m'entendez? Alors oui, moi je vous entends, j'espère que vous m'entendez de votre côté. C'est bon, on vous entend, mais comme si vous étiez en France, en tout cas sur Terre et pas sur Mars, donc ça marche. Alors si on devait donner un conseil en termes de protection des données, effectivement on parlait de vidéoprotection, mais qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil aux maîtres d'ouvrage, des choses pratiques à mettre en place? Je crois que déjà c'est se poser la question effectivement. Alors nous, on a tendance potentiellement à le faire avec presque, on va dire, des pré-diagnostics ou des audits, mais c'est s'attacher déjà, ne serait-ce qu'à une revue documentaire, à savoir si effectivement il a été mis en œuvre chez les clients, la présence d'un registre de traitement, s'intéresser potentiellement à la cartographie des traitements des données, voir si clients, intégrateurs ont été capables effectivement de ségréguer potentiellement, de savoir ce qu'est une information à donner à caractère personnel, à savoir effectivement la personne identifiée ou identifiable. Dans le domaine de la vidéoprotection, ce sont des choses que l'on connaît de manière pratico-pratique. Ça va être la mise en œuvre, par exemple, dans le résidentiel, de masques spécifiques qui empêchent effectivement d'enregistrer ou de filmer les tierces parties extérieures. Oui. Ça va être de s'interroger sur, là aussi, la présence d'un petit panneau d'identification indiquant que le site est vidéoprotégé et conforme avec des articles adéquats où l'on peut lire effectivement les références au livre 2 du Code de la sécurité intérieure et du respect de la CNIL. Oui, Lilian, alors du coup, cet audit que vous faites de vos voeux, qui est-ce qui peut le faire? Est-ce qu'il y a c'est ce guide qu'Arnaud vous décriviez Oui, je parlais Lilian, avant que ça coupe pour toi, je parlais de la démarche qui a été entreprise avec le CNTP, la FFIE et la NITEC pour le label RGPD. Donc peut-être que tu peux rajouter quelque chose là-dessus. D'accord, très bien. Donc bon, je ne mesure pas effectivement si vous avez, quel degré vous avez explicité, mais pour reprendre effectivement ce qu'a dit Arnaud, Anitech a mis en œuvre, il y a maintenant 2 ans, une grosse réflexion avec un certificateur tierce partie qui est le CNPP, Cofraqué, pour réfléchir effectivement à la mise en œuvre d'un référentiel sur 4 scénarios répondant de manière précise aux besoins des intégrateurs, dans l'aspect domotique, dans l'aspect effectivement sécurisation ou on va dire sécurité électronique, donc vidéoprotection, contrôle d'accès, quel que soit effectivement le bâtiment où est installé le système. Donc c'est là aussi à travers le référentiel une conduite pour l'intégrateur dans les meilleures pratiques, d'avoir à identifier les bons échanges avec le délégué à la protection des données personnelles. Mais si le délégué à la protection des données personnelles n'est pas là, potentiellement discuter avec l'acteur spécifique à l'entreprise qui sera directeur de sécurité informatique, ou s'il n'y est pas, peut-être le directeur de la sécurité effectivement du site. Mais c'est d'établir avec eux effectivement un protocole, des processus, des actions communes qui tendent effectivement sur les aspects des consignes, des procédures, des actions à mettre en œuvre pour les personnels sur site, mais aussi s'assurer, par exemple pour des domoticiens, la mise en œuvre à travers une box, la mise en œuvre d'un VPN, le Virtual Private Network, plein effectivement d'outils, parfois pas aussi compliqués qu'on ne le pense, mais qui permettent de faire démonstration qu'on a mis en œuvre la sécurisation des données, soit d'un logement, soit d'un bâtiment, et que l'ensemble, on va dire, soit résumé dans un triptyque qui amène la responsabilité pour le donneur d'ordre, mais également pour l'intégrateur, dans un but de transparence au final pour le client final, mais aussi pour les gens qui habitent les bâtiments,
Et tout ça qui doit amener un sentiment de confiance, un sentiment de confiance de la part des clients et un sentiment de confiance également aussi pour l'intégrateur. Et je pense que c'est l'ensemble de ce triptyque et l'arrivée à la confiance qui va permettre après le développement d'un certain nombre de services et accompagner effectivement l'intégrateur vers la montée en marche sur le domaine de l'opérateur local de services numériques. Oui, donc on voit que la confiance est importante. Tiens, on va faire une petite pause sondage. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait. Alors, vous ne connaissiez pas Philippe, Arnaud. On va faire un petit vote là, pour le public pour savoir où vous en êtes sur vos installations et puis quel type de bâtiment, sur quel type de bâtiment vous intervenez. Ça va ouvrir un petit pop-up et on va vous laisser 10 secondes pour répondre et puis on va pouvoir le commenter après. Hein. Voilà, je vous mets le vote, vous le voyez. Vous avez le droit de voter aussi, chacun, Samantha, Adèle et Arnaud. Il y a 2 questions. Mon entreprise a déjà installé ou participé à l'installation d'équipements connectés, IRVE, fibre optique, système désinfection UVC. Ouais, ça, c'est quelque chose d'actualité, d'équipement de production. Allez, on vous laisse voter. Il faut cliquer à l'endroit où vous voulez voter. Et mon activité concerne principalement le résidentiel individuel, résidentiel collectif, bâtiment tertiaire, les infrastructures de la ville. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, allez-y, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore un petit vote. Et voilà, je mets fin au vote et puis je vous partage les résultats. Comme ça, on va pouvoir le commenter en direct. Je vois qu'il y en a qui votent encore. Voilà, les résultats, peut-être on peut les commenter. Alors, effectivement, on voit que la fibre optique, alors on peut le commenter peut-être, Philippe, sur ces différents métiers qui ont été faits. La première question. Oui, alors, c'est sans surprise, j'allais dire, parce qu'on voit l'apparition forte d'équipements connectés, d'installations de fibre optique et également d'IRVE, donc infrastructure de recharge de véhicules électriques, qui est une activité qui est en train d'exploser. Là où je suis surpris, c'est déjà par l'importance du système de désinfection par UVC, parce que donc en pratique, il s'agit de désinfecter de tout virus et bactéries par la lumière UVC dans des locaux type locaux d'hôpitaux ou écoles ou bâtiments sportifs ou bâtiments de bureaux même. Et comme ça, c'est quand même très nouveau. On a des adhérents qui le font en partenariat avec des fabricants. C'est un avantage, c'est que c'est assez simple d'utilisation et c'est extrêmement efficace. Ouais. Donc, dans le contexte pandémique, c'est vrai que ça se développe, mais c'est quand même tout récent. Donc, je suis surpris par ça. En revanche, ce qui m'étonne le plus, c'est l'équipement de protection, de production ENR. Typiquement, les panneaux photovoltaïques, je pensais qu'on serait à plus que ça. Ouais. Au niveau de vos bâtiments, là, et donc on voit le public, c'est surtout bâtiments résidentiels collectifs et bâtiments tertiaires. Quand on regarde, si on fait un petit focus sur les nouveaux services, on parlait, il y a l'IRVE aussi, Samantha, dans les bâtiments. Est-ce que les bailleurs, alors, peut-être dans les copropriétés, parce que il y a aussi la voiture coûte plus cher à l'achat, et donc est-ce que les bailleurs ont commencé à installer des bornes de recharge dans leur bâtiment? Alors, pas dans les bâtiments d'habitation, mais plutôt dans les bâtiments de bureaux, donc tertiaires pour le coup. Ah oui, donc vous avez commencé à installer. Et Voilà. donc là aussi, on voit, Arnaud, qu'il faut connecter tout ça au bâtiment, faire remonter des données. Oui, oui. C'est là, par exemple, nous on vient de déployer 35 bornes de recharge là pour une grande entreprise dans un parking. Donc c'est pas que 35 bornes de recharge électrique, hein, c'est que au-dessus de ça, il y a un logiciel de supervision pour administrer, gérer les bornes. Il y a du contrôle d'accès parce qu'il faut qu'ils désactivent Ouais. par badge. Il a fallu aussi rajouter des caméras de vidéoprotection, remodifier l'interphonie de sécurité dans le parking. Donc finalement, pour nous, c'est des projets intéressants. C'est pas juste on installe la borne pour recharger un véhicule, c'est tout ce qui est au-dessus de tout ça. Donc il y a des vraies demandes. Là, par contre, oui, c'est sûr que l'État a bien accéléré depuis un an sur le sujet, forcément, avec toutes les aides. Donc il y a la conséquence, c'est que pour nos entreprises, il y a une forte demande. Donc l'idée, c'est de
je pense, de la responsabilité de chaque entrepreneur, c'est de ne pas faire ça n'importe comment, c'est de se former, c'est d'être labellisé aussi pour que justement on rentre dans des critères de qualité convenables. Oui, c'est ce que on en parlait quand on préparait la table ronde. Je vois Philippe aussi qui lève le doigt, mais ce que tu disais, Arnaud, c'est qu'on crée une architecture sur le bâtiment et que cette architecture, il faut bien la penser dès le début. Parce que ça coûte un petit peu d'argent aussi, et Oui. puis il faut le maintenir, et puis il faut avoir une vision de qu'est-ce que sera mon bâtiment dans 20 ans ou dans 30 ans pour pas avoir à refaire des travaux non-stop. C'est pour ça qu'Adèle souligne le fait que cette infrastructure doit être ouverte et interopérable, et qu'on raisonne non pas en silo, mais de manière transversale. Et je pense que c'est ce que Philippe veut peut-être souligner. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, comme Arnaud a fait allusion, il y a une qualification obligatoire. Hein. Les entreprises doivent être qualifiées auprès d'un organisme de qualification extérieur, donc COFRACé, c'est-à-dire sous agrément COFRAC. Donc, c'est quand même, ça c'est obligatoire, c'est la réglementation. Et puis ensuite, bon, je ne reviendrai pas sur le côté interopérabilité, bien entendu, et je voulais souligner que ces systèmes de bornes de recharge, comme l'a dit Arnaud, elles sont pilotées. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre de la recharge qui se fait en fonction de l'utilisation par les occupants, des horaires et autres. Ça ne charge pas tout plein pot d'un seul coup. C'est extrêmement fin et c'est vertueux du point de vue consommation énergétique aussi. Ouais. Est-ce que Samantha, en termes de marché, vous vous dites, vous avez des réflexions globales en disant voilà, où on sera le bâtiment dans 20 ans avec tout ce qui arrive et finalement c'est un changement en termes d'équipement et donc il faut que j'ai une vision globale pour faire les travaux et déployer ces travaux de manière concrète et surtout cohérente. Oui, tout à fait. C'est obligé. Dès qu'on fait des investissements, on est obligé de réfléchir à moyen et long terme, en termes d'entretien, de maintenance, et puis en termes d'évolution des services. C'est nécessaire. Tout investissement a besoin d'être amorti, hein, mais également de pouvoir être évolutif et c'est là où c'est quand même assez compliqué pour nous de savoir ce que va être le bâtiment de demain. Oui. Connaître nos besoins dans l'immédiat, on est capable de le savoir, mais dans 10 ans, 30 ans, c'est assez compliqué, mais c'est pour ça que on mène des réflexions avec des professionnels, avec des services de l'État pour savoir ce que sera le bâtiment de demain, quoi. Alors, Oui. le bâtiment de demain, c'est effectivement demain, après-demain, mais c'est aussi dans plusieurs années, quoi. Oui, parce que finalement, ces infrastructures, il faut les réfléchir. Adèle, quand on regarde Adèle et Lilian, hein, ça vaut pour vous tous les deux. Finalement, c'est un changement aussi pour toutes à la fois les électriciens qui doivent accompagner leurs clients pour les accompagner sur une vision globale de ce bâtiment, comme disait Samantha, dans 20 ans. Donc, il faut avoir aussi l'électricien doit avoir cette vision. Est-ce qu'aujourd'hui, la filière est formée et est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour accompagner les maîtres d'ouvrage? Là, ça va être difficile de répondre positivement. Disons que d'une manière générale, le marché du courant faible prend de plus en plus de place dans le bâtiment. Donc, il dépasse même le marché du courant fort en termes d'activité, en termes de services donnés aux occupants et aux gestionnaires et aux gérants de bâtiments. Donc, il est vrai que il manque de personnel spécifié et spécialisé dans ce genre de secteur. Mais c'est un secteur qui est d'avenir et donc on met l'accent sur la formation, nous, à la fois des collaborateurs, à la fois des entrepreneurs et des écoles pour adapter à la fois les diplômes au marché, pour justement avoir des étudiants qui sont des futurs employés, qui soient vraiment adaptés, avec un diplôme qui soit adapté à la demande. Et donc, l'aspect courant faible avec sécurité de données, avec gestion des données, gestion des équipements, ça, c'est un des cursus sur lequel nous, à la FFI et au niveau de la DISTEC, on met l'accent au niveau des écoles. Oui, on manque aujourd'hui, Lilian, de personnes qui maîtrisent l'ensemble des compétences et on pourrait parler aussi peut-être du RGPD. Alors, je vois Arnaud n'est pas d'accord complètement. Arnaud. Non, mais après, je laisse Lilian s'exprimer, mais on manque de techniciens, oui.
On le voit avec ce qui vient d'être dit, mais on ne pourra pas avoir demain des techniciens qui soient experts dans tous les domaines. Ça, c'est impossible. Il y en a tellement, et encore, il y a des domaines, je pense qu'on va découvrir avec l'intelligence artificielle, tout ça, dans les prochaines années, qui vont encore plus se développer. Donc, je pense qu'il faut un socle commun. Nous, on cherche des techniciens, et le socle commun aujourd'hui, c'est l'IP, clairement. Donc, il faut qu'on ait des techniciens qui aient des bases solides en IP. Ça, c'est le socle commun. Et après, ils vont chacun se spécialiser en fonction de leur souhait, soit en sûreté électronique, parce que c'est pareil, on peut faire toute une vie en sûreté électronique, soit plutôt en régulation de bâtiments, soit sur la partie recharge de vie. Mais pour moi, il y a un socle commun et ensuite, on vient se spécialiser. C'est rare aujourd'hui d'avoir des techniciens multi-experts. Et il vaut mieux miser, à mon avis, sur des experts par domaine. Oui, parce qu'il y a une explosion de différentes technologies, des différentes solutions qui fait que ça devient compliqué, y compris pour une entreprise. Alors, il y a quelqu'un qui parle, c'est Lilian, tu voulais apporter Oui, alors je souhaiterais, déjà, pour aller dans le sens de mon président, bien évidemment, et j'en partage l'avis, il y a une préoccupation sur les formations en sécurité réseau. Ça, effectivement, il va falloir que les entreprises, et surtout, je pense que les entreprises de formation montent en compétences dans ce niveau-là. Et je partage l'avis d'Arnaud sur l'aspect de la mutualisation finalement. C'est la recherche effectivement et la spécificité de différents acteurs qui vont être en mesure de répondre à des projets d'ampleur. Surtout demain, on a parlé du bâtiment intelligent, mais ça pourrait être effectivement sur le périmètre de la ville intelligente. Donc oui, il y a une priorité sur la sécurisation des réseaux, trouver des entreprises de formation qui disposent de formateurs suffisants dans le domaine, mais je crois je crois beaucoup à la mutualisation et à l'intelligence collective entre différents acteurs qui sont intégrateurs jusqu'au donneur d'ordre. Arnaud, oui. Alors, on peut aussi spécialiser, là on parle de technique, mais il faut aussi se dire qu'on a des techniciens qui seront pas les mêmes d'un secteur d'activité à l'autre. Le bâtiment tertiaire, c'est une chose. Le bâtiment résidentiel en milieu occupé, c'en est une autre aussi. Le bâtiment neuf aussi. L'activité, je ne sais pas, les collectivités, la ville intelligente, il faut quand même des formations spécifiques pour déployer un système de vidéosurveillance urbaine. C'est pas la même chose que juste déployer 4 caméras dans un petit commerce, quoi. Ouais. C'est pas les mêmes marchés. Oui, il y avait une question d'Élise qui dit est-ce que l'électricien se transforme en informaticien Oui. Philippe, c'est un changement de métier ou Alors, moi je dirais que c'est oui, mais c'est le bâtiment qui se transforme en fait. Parce qu'aujourd'hui, un bâtiment, que ce soit en neuf ou en rénovation, sans infrastructure numérique, c'est un contresens. Et donc, cette infrastructure numérique, elle permet des gains énergétiques, elle permet du confort de vie, elle permet de la sécurité, incendie et de la sûreté. Et tous ces nouveaux usages renforcés par l'aspect du numérique, ça nécessite effectivement des techniciens. Alors, je suis complètement d'accord, le technicien qui connaît tout, ça va être extrêmement compliqué. C'est un peu comme en médecine, hein. Il y a des spécialistes et des hyper spécialistes. Et puis, j'ai vu par exemple des formations d'ouvriers en rénovation énergétique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des métiers très précis derrière tout ça qui sont complètement différents. Et en plus, on a vu les typologies de bâtiments et que ça, selon que c'est en neuf, en rénovation, en résidentiel, en tertiaire, en industrie, en agriculture, tout ça, c'est très différent. Donc, est-ce que les électriciens, pour répondre à la question, se transforment en informaticiens? Non, mais il faut qu'ils aient des compétences informatiques et de plus en plus. Et on s'inscrit malheureusement dans un contexte général, quels que soient les métiers d'électriciens, en pénurie de personnel et en pénurie de compétences. On a les deux à la fois, le tout dans une activité générale pour nos métiers qui a été correcte en 2020 et qui n'est pas mal en 2021. Il y avait une question aussi d'Élise là, qui rejoint ce sujet. Est-ce qu'il y a parce qu'il vaut pour Adèle peut-être, est-ce qu'il y a une standardisation des technologies? Va-t-on encore multiplier les protocoles de communication, rester sur l'IP? Adèle, une visibilité sur le moyen terme. Et effectivement, on peut avoir une peur, c'est qu'il y ait une inflation de ces protocoles et qu'on n'arrive pas à suivre. Hein, c'est ce que disait Philippe.
Enfin, c'est vrai qu'il y a pléthore de protocoles de communication. Et l'idée, c'est que les équipements qu'on installe, qu'on utilise, qu'on exploite, puissent être interopérables. Et cette interopérabilité doit aussi s'appliquer sur les protocoles de communication. Et donc là c'est vraiment le choix dès la conception du matériel qu'on doit installer qui va faire office de cette interopérabilité du système global d'un bâtiment. Parce que les équipements qui vont être installés vont forcément avoir diverses origines, diverses marques. Et l'idée, dès le bureau d'études, c'est que ça puisse fonctionner et sur le long terme avec des protocoles qui vont pouvoir justement répondre aux exigences des produits. Et c'est vraiment cette notion-là d'interopérabilité des produits en termes techniques et protocolaires au niveau de la communication. Et Oui. ça appartient justement à la fois au bureau d'études et aux installateurs, aux concepteurs et à l'exploitant au dernier recours. Oui, il y a une question de Michel qui vaut peut-être peut-être, allez, je vais la poser à Samantha, mais là on parle de l'utilisateur final là, qui fait un témoignage là, de livraison par un promoteur de bâtiment avec des boîtiers connectés, parce que peut-être que vous avez fait ça aussi dans certains de vos immeubles où on donne à l'occupant après des systèmes qui sont extrêmement complexes. Et il nous dit oui, on nous fournit des boîtiers connectés avec 200 pages de guide utilisateur et donc personne ne l'installe, personne ne s'en sert. C'est juste fait pour les ingénieurs qui ont conçu ces systèmes. Est-ce que il peut y avoir ce risque-là aussi que l'utilisateur final finalement n'arrive pas à s'emparer de ces nouvelles technologies parce que tout le monde n'arrive pas à suivre, hein. Oui, c'est vrai. Il faut faire attention au public auquel on s'adresse. C'est vrai que quand c'est une promotion qui va livrer pour de l'accession, c'est pas le même public que pour un bailleur social qui va loger ses locataires. Donc, il faut faire attention également au type de public auquel on s'adresse parce que derrière, ça va générer beaucoup de questions, de maintenance, d'insatisfaction aussi parce qu'on promet un service qui finalement ne peut pas être utilisé et il n'y a rien de plus frustrant que ça pour l'utilisateur et pour nous bailleurs parce que ça génère énormément de réclamations et c'est pas le but. Le but c'est de faciliter les choses et pas de les compliquer, quoi. Ouais. Oui, il faut peut-être distinguer des services qui sera vraiment utiles, Arnaud, des services un peu paillettes qui servent un Ouais. peu pour gadgets, pour s'amuser. On peut retrouver d'ailleurs dans certains des véhicules, hein, des voitures, aussi des choses qui servent pas à grand-chose. Et on est typiquement dans le rôle de pédagogie dont j'ai parlé au début. En fait, pour moi, l'opérateur local de services numériques, demain, il doit intervenir en amont des projets. Et en effet, peut-être freiner des promoteurs qui veulent à tout prix mettre de la technologie pour mieux vendre leurs opérations, C'est ça. sans une réelle réflexion en amont. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas réfléchi, hein, mais je dis juste, c'est bien de se poser, que le professionnel soit là dès le départ, en amont de l'opération, avec soit des partenaires bureaux d'études, soit des bureaux d'études en interne de l'entreprise. Derrière, on aura défini donc les besoins. On va faire le déploiement. C'est le rôle de l'opérateur avec son entreprise. Tac, il vient déployer. Donc, déployer, ça veut dire on déploie, mais on est là aussi à la livraison. On est là aussi pour faire le lien entre éventuellement un promoteur et les usagers, les clients finaux dont parlait Samantha aussi, parce que c'est eux qui vont récupérer leur logement en l'occurrence ou leur plateau de bureau. Et on est là aussi pour les accompagner, les former à l'utilisation de ces outils-là. Et dernière étape, c'est en aval, c'est les accompagner dans la durée, donc avec de la maintenance bien évidemment, mais aussi de l'administration, un peu d'administration finalement de tous ces services numériques. Voilà un peu l'idée, ces 3 étapes, en amont, au déploiement et en aval avec la partie maintenance et administration. Voilà, Arnaud, merci pour ça peut faire la synthèse de cette table ronde, puisque tu viens de synthétiser un peu les différents métiers et les différentes compétences, hein, que doivent avoir les opérateurs, et pour que maître d'ouvrage et électricien travaillent main dans la main pour fournir des bâtiments à destination du client final, hein, qui l'utilise et qui puisse s'en servir correctement.